cite explicitement. Hein. Le déjà vécu is a conscious experience that is so overwhelming and overpowering that every time you integrate it, you get the same answer. You remember doing this before. On se souviendra. Donc, c'est un état mental de récollection effectif. Qu'est-ce qu'on fait dans l'article et qu'est-ce que je vais développer là dans les quelques minutes qui me restent? Je vais défendre la position suivante. Je vais dire, bon, cette vue qu'on peut appeler the achievement view au sens où ça renvoie, ça fait intervenir un état de récollection effective, ou en tout cas certaines propriétés d'un état de récollection effectif. La position que je vais défendre par rapport à ça, c'est que on est d'accord dans l'article avec l'idée que c'est lié à la récollection épisodique, c'est vrai. Mais en revanche, ce qu'on conteste dans l'article, c'est l'idée que ce serait un état effectif de récollection où une des propriétés, une des composantes d'un état effectif de récollection épisodique qui interviendrait, qui se produirait et qui constituerait l'état mental de premier ordre dans l'expérience du déjà vécu. La position que je veux esquisser, j'aurai que le temps de l'esquisser ici, qu'on défend dans l'article, c'est ce qu'on appelle the ability view, qui dit non, en fait, le sentiment de premier ordre, c'est le sentiment qu'on pourrait se souvenir d'autres occurrences de l'épisode d'expérience qu'on est en train de vivre. C'est non pas une récollection effective, un sentiment de récollection, mais le sentiment qu'on pourrait se remémorer d'autres occurrences du même épisode d'expérience que celui qu'on est en train de vivre et qui produit le sentiment du déjà vécu. Ok, ça fait 30 minutes que je parle, donc je vais laisser ça de côté. Donc dans l'article, on discute l'approche, ce qu'on a désigné par le terme de achievement view. On formule plusieurs objections contre cette idée-là. Une des objections étant que dans bon nombre, alors il faut être honnête, bien sûr, c'est pas dans tous les comptes rendus, et les comptes rendus ne sont pas complètement... D'ailleurs, c'est une question méthodologique quand on s'intéresse au déjà-vu. Comment est-ce qu'on constitue des bases de données de comptes rendus subjectifs? Et comment est-ce qu'on traite ces bases de données? C'est une question vraiment délicate, question méthodologique très importante. Mais en tout cas, dans pas mal de comptes rendus, ce qu'on rencontre, c'est plutôt presque la plainte des sujets qui disent « Je sens qu'il y a quelque chose dont je pourrais me souvenir là, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. » Par exemple, vous voyez, un sujet dit « J'ai un feeling that you know something. » J'ai le sentiment que je sais quelque chose. Et avoir le sentiment de savoir quelque chose, c'est pas accéder à l'information dont j'ai le sentiment que je la sais, précisément. On peut avoir des sentiments de savoir sans être capable, je vais y venir tout de suite, sans être capable d'accéder à l'information dont on a le sentiment qu'on la sait. Ok, donc on peut discuter, c'est ce qu'on fait, on peut revenir là-dessus lors de la séance de questions, on peut discuter cette première version de l'approche à deux formes des déjà expériences. La position qu'on veut défendre, the ability view, elle consiste dans la chose suivante, et je vais finir avec ça. Une chose qui est importante, je pense notamment quand on fait de la philosophie de l'esprit, moi je travaille en philosophe, et quand on réfléchit à la cognition, ce sont les modalités. Et par modalité, j'entends cette notion philosophique notamment, ces notions philosophiques du type le possible, le nécessaire, l'actuel, le contingent, etc. Peut-être que ici, pour comprendre, pour laisser de côté the achievement view et pour comprendre de façon plus correcte ce que c'est que le déjà vécu, distinct du déjà vu, on a besoin précisément de parler de la capacité de se souvenir, plutôt que du fait effectif d'entretenir une récollection. La proposition qu'on défend, c'est que la récollection qui est impliquée dans les expériences de déjà vécu, ça consiste précisément dans le sentiment qu'on pourrait se souvenir, alors même que l'on ne se souvient pas effectivement au moment où on vit l'expérience de déjà vécu. C'est pour ça qu'on parle de ability view, c'est une vue qui donne une place importante, centrale, dans le compte-rendu des expériences de déjà vécu à la notion de capacité. Alors, je développe ça dans les deux dernières diapos que je veux présenter.
D'abord, je voudrais dire que nous avons d'illustres prédécesseurs, hein, Freud, mais dans certains passages, c'est dans la psychologie de la vie quotidienne, si je me souviens bien, défend une analyse, alors en passant, hein, mais défend une analyse de ce type-là. Donc, oui, il renvoie « having had exactly the same experience once before », donc ça semble pointer vers une expérience de déjà vécu, pas simplement de déjà vu. Et il note though our efforts never succeed in clearly remembering the previous occasion that announces itself in this way. Donc on n'arrive pas à se souvenir, mais on a le sentiment que là, il y a d'autres occurrences de ce qu'on est en train de vivre dont on pourrait se souvenir. Chris et Akira, eux-mêmes, parfois, ont des caractérisations en passant du déjà vécu qui vont dans ce sens-là, hein. Par exemple, dans son ouvrage, Chris dit à un moment donné we feel like we may be able to retrieve some, etc., etc. Donc il renvoie à la capacité de se souvenir pour caractériser le sentiment de premier ordre qui est propre au déjà vécu. Ok. Mais à ma connaissance, et je m'appuie notamment sur l'expertise de Chris, n'a jamais été défendue cette hypothèse, qu'on veut d'ailleurs tester, hein, empiriquement. On a commencé à travailler là-dessus avec Chris, l'hypothèse en laquelle consiste cette approche l'ability view. Alors, je développe un peu plus précisément ce qu'on entend par là. Je le motive un peu plus avec cette dernière diapo. Ok. Chris a parlé tout à l'heure, je vais m'appuyer là-dessus pour aller un peu plus vite, de la métacognition. Donc de cette capacité, pour en parler de façon très générale, qu'a l'esprit de s'évaluer lui-même. Et quand on utilise cette caractérisation très générale que je viens d'utiliser, il faut tout de suite l'affiner en disant la capacité métacognitive d'un système cognitif, ça consiste en des évaluations aussi bien des opérations effectives, des opérations cognitives effectives, que des capacités cognitives. Quand on évalue métacognitivement, on peut évaluer ces deux choses-là. Quand un système cognitif s'évalue lui-même, il évalue notamment ces deux choses-là, donc des achievements et des abilities. Juste pour prendre des exemples très triviaux, vous voyez que quelqu'un peut évaluer comme correct le résultat d'un calcul qu'il vient d'effectuer. Donc il a effectué le calcul et se dit, ce que je viens de faire, cette opération cognitive, calcul mental par exemple, elle est correcte. Vous pouvez avoir un sentiment de confiance dans une opération de calcul que vous avez faite. Vous pouvez aussi, sans effectuer le calcul en question, avoir le sentiment, lorsqu'on vous présente l'instruction, que vous pourriez parfaitement faire ce calcul sans aucune difficulté. Ok. Ça, c'est une première distinction qui est importante. Une seconde distinction qui est importante, c'est que la métacognition, elle peut prendre des formes différentes. Je peux avoir une évaluation métacognitive qui prend la forme d'un raisonnement explicite et contrôlé. Imaginez que vous me posiez une question sur le nom de la capitale d'un pays. Je peux me ressouvenir qu'il y a un an, j'ai suivi un cours de géographie qui portait sur le pays en question, que j'ai passé beaucoup de temps, que j'ai travaillé là-dessus. Et alors même que sur le moment, je suis incapable de vous fournir le nom de la capitale, je peux juger que si j'insistais un peu, je serais capable de fournir le nom. Je possède cette connaissance-là. Mais il y a aussi une autre forme que peut prendre l'évaluation métacognitive, qui, elle, on la caractérise souvent avec ces propriétés-là, qu'elle est implicite, elle est non conceptuelle, elle va vite, elle est automatique, et qui prend typiquement la forme d'une conviction viscérale. Vous êtes convaincu que, par exemple, lorsque je vous pose la question relativement à la capitale de tel ou tel pays, que vous connaissez la réponse, sans faire appel à une mémoire explicite et des inférences qui sont fondées sur la mémoire en question. Ok. Donc vous avez ces deux distinctions-là qui sont importantes quand on réfléchit à ce que c'est que la métacognition, et elles sont importantes précisément, notamment pour la position qu'on veut défendre. La position qu'on propose, elle consiste à dire que le sentiment de premier ordre qui intervient dans le déjà vécu, par distinction avec le déjà vu, c'est un sentiment de connaissance, c'est-à-dire que c'est un sentiment métacognitif qui porte sur une capacité cognitive, et un sentiment de connaissance qui porte sur, non pas de la mémoire sémantique, mais de la mémoire épisodique. Et là, au risque de produire une crise conjugale, Céline Souchet a travaillé, identifié, en tout cas expérimentalement, ce qu'elle appelle « the episodic feeling of knowing ». Un sentiment de connaissance, qui n'est pas un sentiment de connaissance de type sémantique,
du type, je vous pose la question relativement au nom de la capitale du pays, et vous dites, bon, c'est de la connaissance sémantique, hein, typique, hein, connaître le nom de la capitale d'un pays, et vous dites, je suis sûr, j'ai le sentiment que je connais la réponse à cette question. Le sentiment de savoir, ça peut aussi être un sentiment de savoir épisodique. Vous pouvez avoir le sentiment que vous pourriez, par exemple, si vous insistiez, vous remémorer épisodiquement tel ou tel moment passé. Donc le sentiment de connaissance épisodique, hein, le episodic feeling of knowing, c'est quelque chose qui a été identifié expérimentalement, au moins, ok. Et la proposition qu'on fait, c'est que précisément, dans le déjà vécu, c'est un sentiment, oulala, erreur, je voulais mettre episodic feeling of knowing, c'est une erreur dans ma diapo. C'est la pression de la conception standard qui s'exprime là. Donc dans le déjà vécu, c'est notre proposition, donc enlevez ça, hein. Ici vous avez un episodic feeling of knowing. Donc vous auriez, ce serait ça qui constituerait ce sentiment de premier ordre, dans les expériences de déjà vécu, hein, le sentiment d'une capacité plutôt que un état de récollection effectif ou une partie, un composant de l'état de récollection, d'un état de récollection effectif. Voilà, donc pour résumer, vous voyez, c'est là où j'en suis en tout cas dans mes réflexions. On va tester empiriquement la chose avec Chris et d'autres collègues. Je serais prêt pour l'instant à défendre l'idée que lorsqu'on pose la question du caractère unifié ou pas des déjà expériences dans une perspective scientifique, on doit distinguer deux formes de déjà expérience, le déjà vu appuyé sur le sentiment de familiarité et le déjà vécu qui lui fait intervenir un sentiment de savoir de type épisodique. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. On va passer à un petit moment de questions. Est-ce que... Non, je peux poser une question de son micro parce que je parle fort. Donc, ça veut dire que donc, effectivement, c'était une question que je me posais, je voulais poser à la Chris. Pourquoi il parlait seulement de déjà vu et il n'a pas parlé aussi du déjà vécu? Ouais. Je m'attendais qu'il me dise, mais quelle question débile, c'est la même chose. Donc, donc, le déjà vécu, selon ce que tu dis, ça serait plus, quelque part, donc une origine plus métacognitive. Donc, j'ai compris, feeling of... Dans les deux cas, c'est métacognitif. Voilà. C'est-à-dire, regarde, si on prend ce modèle-là, ok, donc oublie tout ça, ok. Oui. Si ça représente ce que j'identifie comme la conception la plus répandue dans la littérature sur le déjà vu. Il y a deux métacognitions ici, il y a deux évaluations métacognitives. Ça c'est déjà de l'évaluation métacognitive. Et là, il y a alors, il y a d'ailleurs un champ relativement restreint, mais il existe, qui étudie ça, qui parle de métacognition. Il peut y avoir, et c'est vrai que ça semble relativement intuitif, il peut y avoir l'évaluation métacognitive de nos capacités métacognitives et de nos opérations métacognitives. D'ailleurs, il y a des sujets peuvent dire j'ai un sentiment de confiance, mais je ne suis pas sûr de mon sentiment de confiance. Je sais d'ailleurs que j'ai souvent des sentiments de confiance comme ça, et ça ne correspond pas à la réalité. Donc tu évalues métacognitivement à la fois tes capacités et tes opérations métacognitives. Dans le cas du déjà vu, en fait, on a affaire à de la métacognition à deux niveaux, une métacognition complexe à deux niveaux comme celle que je viens d'évoquer. Tu as une réaction du type feeling de familiarity, en tout cas au moins dans ce que j'ai appelé le déjà vu, et tu as une évaluation de cette première évaluation. C'est ça l'idée. Et dans l'hypothèse que j'ai développée, ça c'est commun au déjà vu et au déjà vécu. La différence, elle se trouve ici. Et cet élément-là, il est particulièrement important parce qu'il donne, si je puis dire, sa coloration phénoménale ou phénoménologique à l'expérience du déjà vu. On a l'impression que, voilà, c'est ça l'expérience, et on dit non, c'est pas vrai.